Bonsoir mes chères spectatrices, mes chers spectateurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un grand bonheur de vous voir aussi nombreuses, aussi nombreux, et vous avez raison, car c'est la soirée d'ouverture de la 5e saison du Directors Club. Le Directors Club nous est proposé par la SRF, et je suis ravie d'accueillir Godefroy qui porte haut les couleurs de la SRF. Tonnerre d'applaudissements pour Godefroy. Godefroy, bienvenue. Vraiment, quelle joie d'entamer cette 5e saison. Alors, cette 5e saison est programmée par Gaël L'Épingle. Oui. Donc, Gaël, toi, tu attaques ta 2e saison du Directors Club et c'est un grand, grand plaisir de te retrouver. Gaël, tu es chez toi ici, tu le sais. Et cette saison, tu as un nouveau camarade, Laurent Larivière. On se côtoie depuis longtemps et je suis très 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 heureuse de vivre cette saison avec toi. On va vivre plein d'aventures. Votre programmation, vous allez nous en parler. Elle est vraiment alléchante. Elle sort des sentiers battus. C'est magnifique. Vraiment grand plaisir. Bienvenue Gaël, Laurent. Et alors, pour cette première séance, vous avez eu l'excellente idée d'inviter Caroline Deruas-Peano. Quelle joie de t'accueillir. Alors, nous aussi, on se côtoie depuis longtemps. Je me souviens de cette projection, un samedi matin, du magnifique Les Enfants de la Nuit. C'était absolument extraordinaire. Et alors, tu as choisi un film de Nicolas Roeg. Alors moi, Nicolas Roeg, c'est vraiment un des cinéastes que j'adore, vraiment que j'adore. Il a une filmographie d'un éclectisme rare, vous allez certainement en parler, et tous ces films sont étonnants, et sont chacun étonnants d'une façon différente. C'est ça c'est vraiment un créateur absolument dingue. Il va toujours là où on ne l'attend pas. J'avais ressorti Enquête sur une passion, sur Copineuve. Ce film est absolument dingue. Comme Ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas. Il y a des intrusions du fantastique. Toujours là où on ne l'attend pas. Walkabout, c'est un film mythique. Je n'ai jamais vu ce film en salle. Alors, merci Caroline d'avoir choisi Walkabout. Vraiment, Walkabout a été réédité sur Copineuve, et là, le voir sur grand écran, c'est un grand, grand, grand bonheur. Vraiment, c'est un grand bonheur. Caroline, vraiment, je suis très heureuse. Moi aussi. Caroline, Godefroy, Gaël, Laurent, bienvenue au Grand Action. Merci beaucoup, Isabelle. Je vais dire encore quelque chose. Eh ben maintenant, je veux avoir des nouvelles de la SRF maintenant, Godefroy. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toute l'équipe de Grande Action aussi pour l'accueil si chaleureux et l'organisation à chaque fois. Je vais parler rapidement, du coup, je vais présenter pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, donc la SRF. On est une asso de près de 500 cinéastes, même un peu plus de 500 cinéastes, dont j'ai 3 éminents membres à mes côtés. Qui a pour but de défendre les libertés artistiques, morales, politiques, économiques aussi, des cinéastes en France et ailleurs. Et donc voilà, à côté de cette action politique qui est très importante et qu'il faut continuer à faire vivre, surtout en ces temps un peu difficiles, on essaye de monter des initiatives culturelles pour essayer de faire vivre notre passion commune, etc. Donc c'est l'occasion avec le Ciné-Club, qui est une manifestation d'action culturelle de la SRF qui est menée brillamment par Gaël depuis déjà un an, et qui est rejoint cette année par Laurent, et c'est un plaisir de t'accueillir Laurent à nos côtés tous ces lundis soirs, chaque mois au Grande Action. Et voilà, et merci beaucoup aussi Caroline d'inaugurer cette nouvelle saison avec un très très beau film que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà. Déjà, merci Isabelle pour ta ferveur intacte, c'est très précieux, merci. Donc effectivement, le Ciné-Club entame sa 5e saison. Il a été au départ initié au sortir du Covid par Michael Bourg et Aurélien Payou dans l'idée qu'on avait besoin de se retrouver. Voilà, donc moi j'ai pris la relève l'année dernière avec Antoine Barraud. Et donc cette année, alors oui, donc, le truc c'est que l'année dernière on avait donc les 9 séances, je crois, réparties entre septembre et juin. On a accueilli un certain nombre de personnes, Stéphane de Moustier, Marion Laine, etc. Et entre autres, un des invités était Laurent, justement, qui avait choisi Loulou de Maurice Pirat, qui se retrouve du coup voilà, maintenant de l'autre côté. Voilà, donc on est très heureux de t'accueillir, Laurent. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux.
Bonsoir à tous. Peut-être vous rappeler juste la spécificité de ce ciné-club. On ne programme pas des films. Avec Gaël, on réfléchit à inviter des cinéastes, autant d'hommes que de femmes. On essaie d'être paritaire, on ne tente pas d'être. L'idée, c'est que les cinéastes nous parlent du cinéma qu'ils aiment, parce qu'on a assez peu d'occasions de parler de mise en scène, et aussi des raisons qui nous poussent à continuer, malgré les difficultés, à faire du cinéma. Et donc on avait envie de revenir à la source et de revenir au plaisir du début, du désir du cinéma, et pourquoi les cinéastes nous ont inspirés et nous permettent de continuer à faire des films. Et donc le principe, c'est des films de plus de 20 ans, d'1h30 à peu près, pour qu'on puisse avoir le temps d'une discussion. Et donc voilà, à l'issue de la discussion, et Caroline parle du film pendant une grosse demi-heure. Et ensuite, il y a un pot qui est organisé au café d'en face, c'est ça? À la table des écoles. À la table des écoles. Il suffit de traverser la rue des écoles, c'est pas pile en face. Tous invités à venir prendre un verre pour poursuivre la conversation. Donc voilà, juste 2 mots pour te présenter, Caroline. Donc c'est drôle que tu évoques la séance des enfants de la nuit, parce que j'y étais moi justement. C'est la première fois que je t'ai vu, je crois, dans cette salle. Voilà. Donc depuis, tu as fait un premier long métrage, La Domptée, qui est sorti en 2017, qui avait été tourné à la Villa Médicis, et tout récemment, au dernier festival de Venise, dans la section de la semaine de la critique, il y a eu Les Immortels, qui va être d'ailleurs qui est programmé aussi au FIFID à Bordeaux, avant de sortir peut-être vers le mois de mars, je crois. Voilà, donc on est absolument ravis de t'accueillir. Et donc pour ce film, donc Walkabout. Oui, de Walkabout, quand on a parlé de quel film choisir et que je me suis un peu creusé la tête, il y a plusieurs films qui sont ressortis. Et c'est vrai que j'avais envie de proposer d'une part un film qui soit un geste assez radical, un plaisir de le découvrir en salle. C'est un film auquel je reviens souvent, parce que je trouve que c'est un film extrêmement inspirant, libérateur, et je ne l'ai jamais vu en salle. Donc j'avais très envie de le voir en salle, j'avais envie de pouvoir le proposer en salle, que ce ne soit pas un film dont on parle trop en ce moment, que ce soit une occasion aussi pour le public de le découvrir. Et puis Nicolas Roeg, dans les films aussi que tu as cités, c'est un cinéaste qui, pour moi, avait encore vraiment foi dans la possibilité d'inventer aussi un langage de cinéma. Et il l'a cherché comme ça à travers tous les films qu'on a cités tout à l'heure. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est un film auquel je reviens beaucoup et qui m'inspire. Voilà, c'est aussi un film qui ose aborder des thématiques qui ne sont pas forcément évidentes et pas évidentes non plus pour l'époque, comme la colonisation, jeunes des cultures, on en parlera après parce que ça peut aussi prêter à débat et c'est intéressant. Mais voilà, pour toutes ces raisons, j'ai eu envie de présenter ce film-là et j'espère que ça sera un plaisir pour vous de le découvrir en salle. On en parlera après. Merci, bonne séance. Excellente projection. Peut-être juste le temps de se remettre de nos émotions. Juste une petite précision sur l'historique. Nicolas Roeg, un cinéaste britannique, a commencé plutôt comme monteur et surtout chef-op, puisqu'il a fait entre autres le film de Schlesinger, Wonderful Déchaîné, et de Truffaut aussi, Fahrenheit 151. Et ça, c'est David Lean aussi, Dr. Givago. Et donc c'est son premier vrai film, puisque le précédent Performance avait été une co-réalisation, qui est un film avec Mick Jagger. Bon, il a beaucoup tourné avec des musiciens, puisque celui d'après avec David Bowie, et il en a fait aussi un autre avec Simon Garfunkel. Donc voilà, 71, c'est ça, voilà. C'est aussi une date, donc il adapte un roman qui date de 1959, donc il ne l'adapte pas avec n'importe qui, je vous ai vu le générique avec Edouard Bond.
Alors, Juste Edouard Bond qui adore, qui a un peu pour principe souvent de mettre en fait des individus en situation extrême et que ces situations servent un peu de révélateur aux humains qui sont face à cette situation. Tout à fait. Voilà. Et donc, juste par rapport aussi à l'Australie, donc le roman date de 59 et en 10 ans quand même choses ont un peu changé. Bon, d'abord, il y a une permissivité aussi forcément dans la culture qui fait que il y a des choses qui sont représentables, en particulier sur le côté politique. Dans le roman, il n'y a pas l'ouverture et la fin sur les oppositions de civilisation. Et puis, il n'y a pas le côté aussi sensuel. Voilà. Et puis surtout, en 70, donc en Australie, le peuple aborigène, donc 67, je crois que ça, il y a un référendum qui leur permet d'être considérés comme citoyens australiens. Et en 70, il y a cette loi terrible qui durait presque 100 ans, qui retirait aux parents de leurs enfants pour les emmener chez les colons, qui, mais c'est très tard, en 70, est abrogée. Donc c'est pas un hasard si le film de Nicolas Craig arrive comme aussi, je pense, à cette date-là, en 71. Voilà. Mais maintenant, je te pose la question, Caroline, un peu rituelle, puisque tu as choisi ce film, tu nous as dit 2 mots au début de la projection. Qu'est-ce que là, le fait de le revoir sur grand écran, avec nous, produit peut-être de différent, de nouveau? Plein de choses. Non, pourtant je l'ai vu beaucoup. Déjà, le choc est encore plus fort, quoi, et à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau. Forcément, on profite tellement de la cinématographie de ce film, des inventions permanentes de ce film, du rythme de ce film, de cette ambiance, cette musique, ce décor, tout ça, mais aussi aux endroits où le film est très dérangeant, perturbant. Je trouve que là, c'est vrai qu'on le vit de manière beaucoup plus intense aussi en le voyant en salle. Et puis aussi, je crois que je redécouvre aussi à chaque fois ou de plus en plus les endroits où le film fascine et les endroits où le film, au-delà de me perturber, parce qu'il y a des endroits où je trouve que c'est intéressant aussi justement d'être perturbé, je trouve aussi il y a aussi les limites du film, de l'époque, qui est fait, du regard qui est porté à certains endroits. Je pense notamment, ce que j'aime ce film, c'est juste. Il y a les endroits où je trouve le film plus fragile, dans son point de vue, dans son regard, notamment toute la partie qui met vraiment qui juxtapose le regard qui porte sur le corps de cette jeune fille qui se baigne dans l'eau pendant que le jeune homme est en train de chasser. Il y a des choses comme ça, voilà, où je redécouvre, et je pense qu'avec les années, nos regards qui bougent, on découvre toujours aussi un petit peu avec plus de critique, quoi. Mais oui, après, je trouve que c'est effectivement, comme je disais au départ, un film extrêmement inspirant parce que c'est un geste, quoi. Il est tellement radical dans son écriture cinématographique, quoi. Il commence presque comme un film expérimental. C'est unique, quoi. Ce film est vraiment unique pour ça. Donc ça, moi, c'est ce que je trouve extrêmement nourrissant tout le temps et qui fait toujours du bien à revoir. C'est-à-dire, ça peut être ça aussi, l'écriture cinématographique, ça peut être un tel geste, ça peut être avec une telle foi dans, on n'écrit pas comme une pièce de théâtre, on n'écrit pas comme, je sais pas comment dire, c'est-à-dire, voilà, cette réinvention permanente par rapport à surtout au cinéma qu'on voit aujourd'hui, qui est devenu le cinéma dominant aujourd'hui, ça fait du bien, quoi. Oui, ce qui m'a frappé, le fait de le revoir sur grand écran aussi, c'est peut-être qu'effectivement c'est des séquences expérimentales ou impressionnistes, c'est-à-dire qui est totalement réinventé par le montage. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un scénario avec certains points, voilà, l'oasis, le livre, qui est la maison, mais autour de ça, il y a un nombre d'inventions qui sont, j'ai l'impression, vraiment du montage. Ouais, et ce qui est assez frappant aussi, je trouve, c'est au-delà de son envie tout le temps un peu de déconstruire, de rebrouiller, tout ça, il y a aussi un montage qui fonctionne par
assemblage d'idées. Et ça, je trouve ça... C'est pas assemblage d'idées que je veux dire, pas association d'idées. Et ça aussi, c'est assez unique quand même dans ce film. C'est assez rare et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, quoi. Je trouve vraiment très inspirant, quoi. Oui, c'est fascinant. Il y a vraiment des séquences dont on a l'impression qu'elles n'étaient pas du tout prévues au scénario et qu'elles ont vraiment été inventées devant la table de montage. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Et sinon, je sais pas, est-ce que plus, je sais pas, davantage sur l'histoire, sur l'émotion, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans aussi? Après oui, par rapport à ce que tu disais aussi comme repère historique et tout, je sais que c'est le premier film. C'est pas que ça soit extraordinaire de l'avoir fait, c'est néanmoins important de savoir que c'est le premier film qu'il a fait. C'est-à-dire c'est la première fois où il y a un personnage d'autochtone, de natif australien qui existe vraiment. C'est-à-dire c'est le premier film qui au lieu de... c'était toujours des entités multiples vues de loin et qui n'existaient pas en termes de personnages. Et c'est la première fois qu'un film montre vraiment est passé de l'autre côté et a eu cette volonté justement d'offrir en fait ce personnage qui est bouleversant, qui est vraiment magnifique, cet acteur qui après d'ailleurs a eu toute une carrière cinématographique. Ce que je disais effectivement, c'est que c'est aussi un film par rapport au cinéma australien qui est très important, même s'il est britannique au départ, mais en fait tous les grands films et les cinéastes australiens, c'est peut-être un peu après. Peter Weir, je crois que c'est 74-75. Il y a un film aussi qui s'appelle The Legend of Jimmy Blacksmith, je crois, de Fred Chepisi, qui est sur l'histoire d'un garçon qui est à la fois aborigène et blanc, aussi, qui est de ces années-là. Il y a le film de Ted Kotcheff aussi, tu sais, je ne sais plus comment il s'appelle aussi. Je crois que tu sais, il y avait un peu plus tardif. Donc c'est vraiment, effectivement, un moment très important et assez un peu en avance, effectivement, par rapport à tout ça. Oui, et puis après aussi, par rapport à la colonisation, c'est un film qui va, quoi. Enfin, et ça, c'est... ça c'est quelque chose aussi que je trouve vraiment intéressant, quoi, et que je trouve aussi assez courageux en fait, de la manière dont il aborde lui en tant que réalisateur anglais la colonisation anglaise en Australie. Je trouve ça c'est vraiment puissant, quoi. Et je trouve que voilà, la manière dont il décortique. Aussi, je trouve que c'est un film qui est toujours surprenant parce qu'on a l'impression comme ça qu'il y a un côté assez gros trait qui semble un peu caricatural et en fait je trouve qu'il passe son temps à nous surprendre finalement quand même dans ce qui... voilà, à part les endroits dont je parlais tout à l'heure, vraiment là où il tombe dans la caricature, c'est vraiment toute cette période... voilà, de chasse, jeune femme à poil dans l'eau, jeune homme qui chasse, à part ce moment-là que je trouve vraiment pour le coup difficile à défendre. Les roses et Donato, ça sont un peu swingy, quoi. Mais sinon, je trouve que le film est quand même toujours assez surprenant. Et puis, oui, non, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est ce qu'il raconte aussi, là, ce qu'on voit comme différence pour moi, qui n'est pas lié au sexe du petit garçon et de sa grande sœur, mais plus à leur âge, qui est que, voilà, elle a eu le temps d'être formatée par la culture dans laquelle elle a grandi, et moi je le lis comme ça, et elle n'aura presque plus la possibilité d'avoir accès à l'altérité en fait, alors que le petit garçon, lui, qui est encore neuf, qui a encore ce degré d'innocence, a encore la possibilité en fait d'accéder à l'altérité. Moi, c'est quelque chose aussi que je trouve super intéressant aussi dans ce que le film raconte, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'on peut dire ça, et en même temps, ce qui est fascinant, c'est que le film n'est absolument pas sur des appuis psychologiques. C'est-à-dire que même le fait que... Pardon. Non, je peux donner juste l'exemple, puisqu'au départ, où on la rencontre là dans l'Oasis, on a l'impression que ça va pas le faire, quoi, qu'il y a tout de suite une espèce de... Et en fait,
il suffit de rien, parce qu'il y a un plan en plongée, je sais plus, une musique, un truc, et finalement, hop, ils partent ensemble. Et c'est très autoritaire. Il n'y a pas une espèce de truc un peu laborieux qui pourrait les rapprocher, pour nous expliquer qu'il y a fois qu'ils marchent ensemble. Il y a comme ça quelque chose de très fort dans le film qui fait que les choses arrivent et ne sont pas justifiées par de la psychologie. Oui, complètement. Oui, le film, il a presque un côté point de vue anthropologique, quoi, où il met justement ces jeunes enfants issus des colons et ce jeune garçon autochtone sur le même, dans ce même cadre un peu anthropologique. Et qu'est-ce que c'est que cette rencontre et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas du côté de la psychologie, c'est pas là que ça se situe, quoi. Oui, c'est du côté d'une espèce de vision comme ça qui est très personnelle. Et, quand tu disais que c'est un film qui toi te donne une espèce comme tu disais, de liberté, enfin, d'autorisation aussi. Tu parlais, j'imagine, aussi en tant que cinéaste, la liberté qu'il prend avec les règles est quelque chose aussi qui fait du bien. Est-ce que, je ne sais pas, juste pour faire aussi un lien toi avec tes films, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi dans le film aussi dont tu te sens proche aussi? Après, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les films où le décor est un personnage à part entière du film. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai jamais filmé dans le désert, franchement j'adorerais. Mais ouais, ça, je pense que c'est quelque chose qui m'est proche, qui m'importe en tous les cas, voilà, qui m'importe le côté l'environnement, l'endroit dans lequel va se développer l'histoire est un personnage à part entière. Une plongée aussi, presque un peu abyssale, comme ça, arriver dans un film et que ça soit un autre monde, quoi. Enfin, là, il y a un endroit où j'arrive dans ce film et... Ouais, il y a une bulle, quelque chose de l'ordre... Le côté hypnotique, la musique aussi. Je pense que la musique est quand même juste extraordinaire. On n'en a pas parlé, donc c'est John Barry qui a fait la musique, qui est un grand compositeur. Et voilà, oui, je pense qu'effectivement, entre le décor, l'atmosphère qui t'embarque, te déconnecte, moi, c'est des choses qui m'importent, tout en parlant de choses qui sont quand même extrêmement profondes, violentes, perturbantes, et du coup, qui remuent, quoi. Enfin, c'est une sorte de film. Ça suscite beaucoup de réflexion, ça déplace, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, puisque les séances sont aussi organisées pour qu'on puisse échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Oui. I'm gonna say this in English, sorry. I just wanted to know, in this version, David Gould Pullum, his dialogue is subtitled. It's not the case in the English version. And I know that the director actually has made mention to the fact that it's meant to be unknown because white people in the film don't understand the Aboriginal in the story. So I was quite shocked to see it with subtitles. Is that a common print that you're working with? I don't know, but I already saw the film with the same subtitles, not on screen, but it was the same. So I suppose that it means that in France it was like that. But it's so precious, so interesting to know that it was not done for that, and the filmmaker didn't want that. It's really interesting. It changed everything. It changed so much. Yeah. Yeah. Thank you. It's really important to know that. Parce qu'on n'est plus du tout à la même place en tant que spectateur. Oui, mais juste après, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, je me dis, quand je dis que j'ai la sensation, en tous les cas, j'ai pas l'impression du tout de savoir, c'est juste une sensation que, pour moi,
il y a ce côté presque anthropologique, comme ça, ce regard un peu anthropologique dans ce film. Pour moi, je ne le vois pas néanmoins comme un regard surplombant. Enfin, moi, je ne le vis pas comme ça. C'est-à-dire que je le vis comme le réalisateur sachant très bien qu'il est ce blanc. Ce blanc anglais, qu'il est cet enfant, ou ses enfants en tous les cas, mais c'est presque plus elle d'ailleurs, puisque adulte, je sais pas, mais en tous les cas, je trouve j'ai une sensation qu'il parle de lui aussi, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Et voilà. Il met aussi un peu en danger, presque, enfin pas en danger, mais parce que c'est pas dangereux, mais quand même, voilà. Non, mais juste pour compléter, je trouve que ça rend le film beaucoup moins paternaliste qu'Hypothèse qu'on ne comprenne pas. C'est-à-dire que pour moi, je trouve quand même que c'est un peu limite, même si en effet à cette époque-là, c'est pas rien de donner un rôle aussi important, comme tu le disais, à un aborigène. Mais donc ça c'est super. Enfin, c'est super intéressant en tout cas. Mais le film demeure, c'est l'entrée de l'époque aussi, c'est pas une mise en crise totale que je veux proposer, mais il demeure très paternaliste avec ce personnage quand même, qui est dans l'innocence, enfin tu vois, qui a un peu qui a une espèce d'authenticité sauvage. Et pas que dans l'innocence, hein. Pas que, c'est vrai, on voit qu'il a justement, c'est ce qui se développe. C'est qu'il n'est pas que dans l'innocence. Et c'est là où c'est intéressant. Si on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est beaucoup plus fort. Oui. Je trouve qu'effectivement, c'est super. Yeah, it was really important. It changed so many things to know that. Yeah, it's not the same thing. Je ne sais pas si vous avez réponse à cette question-là, mais j'ai été aussi très surpris par le carton avant la Fox qui explique ce qu'est un walkabout. Et en fait, ça m'a donné une appréhension de l'entrée dans le film qui m'a vraiment perturbé parce que j'attendais ce personnage et du coup, j'étais pas au bon endroit pour rentrer dans le film. J'ai regretté vraiment la présence de ce carton en ouverture. Et voilà, je voulais savoir si vous savez par qui il a été rajouté, quand, et si c'est un souhait du réalisateur ou pas. Je trouve ça très dommageable. Yeah. C'est un peu une question piège. Non, je ne sais pas parce que moi j'ai vu toujours la version comme ça sous-titrée où j'ai toujours vu la version aussi avec le carton. Le film est super beau, pardon. Je voulais quand même dire ça parce que du coup je suis intervenue juste pour compléter, mais je trouve le film super fort. Je le connais. Mais j'ai l'impression que le film est construit sur d'abord faites vos jeux au départ, c'est ça, en français, et ensuite le carton final ne va plus. Donc la vraie construction du cinéaste, elle est là, elle est dans donc il est possible effectivement que le carton ait été, je sais pas, un peu... Oui, on se demandait du coup si le carton aurait pu être ajouté aussi. Do you remember if it exists? It does exist. Yeah, ok. Bon, apparemment il est donc. Bonsoir. Non, j'avais juste une question justement sur le faites vos jeux, rien ne va plus, que vous aviez une certaine forme d'interprétation. Alors moi c'est un peu frais, donc je ne pourrais pas trop en proposer une, mais vous l'avez vu un certain nombre de fois, peut-être que vous avez une idée là-dessus. Bah, après, je pense que tu diras aussi toi quelle est ton idée. Enfin, pour moi, ça marche à la fois comme un peu symbole de cette société occidentale, mais aussi peut-être, est-ce que ça ne dirait pas aussi que si le père se suicide, ça n'a pas à voir avec un mauvais jeu. Enfin, bref, mais je sais pas. Hein. Le carte quand sort, un mauvais sort. Comme quelqu'un qui aurait perdu, quoi. Après, il y a quand même un truc vraiment très, très clair quand même sur la société capitaliste. Je trouve que ça se dessinait comme au début, mais enfin bon, c'est quand même très très fort quand même là-dessus. Pour moi, donc,
Puis la fin, quand même, aussi, enfin, elle est rajoutée par rapport au roman, ça laisse aucun doute quand même sur sa vision de la société coloniale et capitaliste de l'Australie. Et presque déjà morte. C'est ça qui est assez fou aussi, je trouve, comme j'ai eu comme sensation avec justement cette mine. Il y a un côté déjà en train de mourir, en fait. Moi, je l'ai un peu vécu aussi comme ça, mais... Sauf que la mine, c'est le capitalisme industriel, c'est pas forcément peut-être le même capitalisme que celui qui est en train de filmer à Sydney, je sais pas. C'est aussi les vestiges d'une première étape, j'ai l'impression aussi. J'aimerais revenir plutôt parler de la fin le deuxième suicide dans le film. Et comment vous l'interprétez? Parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de pistes ouvertes là-dessus. Et on n'a pas la traduction du coup. Non, après c'est toujours chacun fait aussi toujours sa lecture. Moi, ma lecture, c'est que justement le film raconte cette presque impossibilité de cette rencontre, la tragédie de l'impossibilité de cette rencontre. Et du coup, moi, je la lis comme le désespoir de ne pas pouvoir être vu et aimé pour ce qu'il est, c'est-à-dire le fait qu'elle ne le considérera pas comme un jeune garçon possible pour elle. Pour moi, c'est ça que ça raconte, mais c'est mon ressenti. Voilà, qu'est-ce que ça te raconte? Non, tout à fait. C'est juste aussi que je pense qu'à travers ça, ce qu'il sent aussi, c'est son inadéquation avec ce monde de colons qui est en train de grignoter de plus en plus son espace. Parce qu'il y a comme juste avant cette séquence où il y a la Jeep qui passe comme ça devant lui, et on sent que bon voilà, enfin c'est vraiment deux mondes, et c'est la guerre, quoi. Enfin il y a pas de, donc il y a aussi, je pense qu'à travers le refus de la jeune femme, c'est aussi cette non cohabitation qui se joue, je pense aussi. Enfin j'imagine. Après voilà, c'est à nous effectivement d'imaginer. Ce qui est fou, vraiment je passe un peu à autre chose, même si pas totalement, mais il y a une phrase qui m'a refrappée, que j'ai un peu redécouvert cette fois. Au début de la rencontre, quand c'est donc la jeune fille qui lui dit « Ici, c'est l'Australie ». Ça, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est fou. C'est vraiment extraordinaire. Et cette phrase, ce dialogue est incroyable. Just to follow up with that, I don't know if it's terribly well explained, but he failed in his walkabout because it's meant to be a situation on sort of. I don't know if this is related to the second suicide, but I find it interesting to note that it could be interpreted that way by some people. Tu comprends? Oui, que le walkabout est censé être vécu justement, être un rite de solitude en fait, et que du coup il est perturbé et rendu forcément en faillite par la rencontre, quoi. C'est ça que, enfin, en tout cas là c'est ce que ça raconte, ce que tu disais. Ouais. Oui, sauf que le walkabout il est juste donné par le carton de départ et c'est tout. Donc pour le coup, c'est vraiment se baser uniquement sur les questions du suicide, c'est pas ce qui est filmé. Enfin, il n'y a pas de moyen de savoir qu'il est dans ce processus-là. Donc du coup, c'est vrai que moi je l'oublie un peu, effectivement, le carton, à un moment donné, je me dis, bon, enfin, après je sais bien que c'est le titre du film, donc on devrait y prêter attention, peut-être qu'effectivement c'est cette piste-là, mais elle n'est pas éprouvée, sinon dans les situations par le personnage, j'ai pas l'impression qu'en tout cas le film met ça vraiment en scène. Juste pour le carton du début, du coup, moi je l'ai aussi interprété comme le walkabout, qui est aussi la situation des blancs qui sortent de leur environnement naturel qui est l'Asie, qui vont au début de manière un peu
étrange, avec des sons en sound design très, très particulier, qui est très débutant, et qui se retrouve dans la nature d'un coup et qui erre pendant ces 6 mois qui racontent au début. Je pense qu'il quand même se passe vraiment de temps dans le film, mais sûrement interprété comme ça aussi, du coup je ne sais pas si c'était ça le en tout cas, c'est sûr qu'ils vont être confrontés à une sorte de walkabout, eux, qui ne sont pas... voilà, enfin, en tout cas, à vivre une expérience qui n'existe pas dans leur propre culture et pour laquelle ils ne sont pas du tout prêts, quoi. Ça, c'est sûr, ça devient un peu aussi leur walkabout, c'est sûr, même si ce n'est pas solitaire, mais... Oui. Enfin, je cherche, je ne sais pas comment forcément en dire de plus. Je sais pas, on peut aussi continuer cette discussion si en face. Autour d'un verre, c'est toujours mieux. Voilà, je sais pas, Caroline, est-ce que tu veux finir sur quelque chose avant qu'on se retrouve de façon plus désordonnée? Non, je crois juste que je suis curieuse aussi d'avoir aussi plus au ressenti et voilà, et que je pense effectivement qu'autour d'un verre, c'est toujours le mieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Caroline, et puis bonne chance avec Les Immortels. Alors, voilà, merci. Merci.